Donc, bonsoir à tous ceux qui écoutent. Bienvenue dans ma chambre pour un jeudi du marxisme assez inédit. Comme à notre habitude, c'est un membre de l'organisation qui présente le jeudi du marxisme. Cette fois-ci, c'est moi, Adriano Messina. Donc, je suis un membre de Vonk Révolution, qui est la section belge de la tendance marxiste internationale. Et on essaye en fait de reproduire les idées du marxisme au sein de la classe ouvrière. On produit aussi un journal que vous voyez là, donc ça s'appelle Révolution. On le vend d'habitude, mais comme pour l'instant c'est assez compliqué de le vendre physiquement, on vous invite surtout à aller sur notre site internet www.marxiste.be ou pour ceux qui parlent néerlandais www.vonk.org, et ceux qui lisent en anglais, on a aussi un site très intéressant qui s'appelle marxiste.com. Donc, aujourd'hui, on est tous confinés chez soi à cause du virus, du coronavirus qui est très contagieux pour la population, car en fait, la population humaine n'est pas encore immunisée. Et ça, c'est un point important. Et ce virus-là nous touche à un moment historique, à un moment spécifique de l'histoire humaine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à un moment de crise du système capitaliste. Et c'est dans cette crise-là qu'on doit faire face à cette pandémie. Donc cette crise du coronavirus nous fournit en fait les instruments, ou nous fournit une loupe à travers laquelle on peut observer la pathologie profonde du système capitaliste. Ce que je veux dire par là, c'est les grotesques profits de la classe capitaliste internationale, c'est la négligence choquante des élites politiques, et c'est surtout la manière dont les processus d'accumulation du capital, ce que je veux dire par là, c'est la quête constante du capital pour du profit, qui piétine en fait les besoins humains et détruisent les écosystèmes. Donc ça, c'est assez important. Il faut se poser la question, comment est-ce que ce virus est apparu? Et tout de suite, on a pointé du doigt ce marché local en Chine, à Wuhan, si je ne me trompe pas. On a pointé du doigt les chauves-souris ou d'autres animaux sauvages, et on a directement fait ce lien entre les animaux sauvages, le marché local et les sauvageries des Chinois. Et il y a eu une certaine déferlante xénophobe par rapport à ça. Mais il y a énormément de spécialistes qui disent en fait que désigner la faune sauvage comme point de départ de cette épidémie est faux. Il est faux en fait de croire que ces animaux sont particulièrement infestés d'agents pathogènes qui sont prêts à nous contaminer. En réalité, la plus grande partie de leurs microbes vivent en eux sans leur faire aucun mal. Il faut donc aller voir ailleurs, et le problème est aussi ailleurs. Il faut regarder à la déforestation, l'urbanisation, l'industrialisation effrénée, et ce sont ces choses-là qui ont offert en fait à ces microbes des moyens d'arriver jusqu'au corps humain et de s'adapter. Il est donc important, sans trop m'attarder sur ce point-là, de le dire autrement, le retour de ces grandes pandémies, que ce soit le sida, l'H1N1, le SRAS, Zika, Ebola, est un effet du capitalisme mondialisé et de sa quête de profit. Et ça, c'est un premier point qui, selon moi, est très important. Il ne faut pas tomber dans toutes ces théories du complot, mais il faut très clairement montrer la culpabilité de ce système capitaliste dans la pandémie, dans la crise qu'on connaît actuellement. Car le système capitaliste produit de plus en plus ces épidémies. Il faut savoir que le H1N1, le SRAS, Zika, Ebola sont toutes des choses qui sont apparues depuis les années 2000. Donc ça, c'est un premier point qui, selon moi, est très important. Une fois que le virus est apparu, il faut se poser une autre question. Et cette question est, comment est-ce que réagit la société? Et plus particulièrement, comment est-ce que réagit la société capitaliste? Quels moyens se donne la société pour faire face à une telle crise sanitaire? Car le coronavirus affecte notre santé, donc c'est vraiment une crise sanitaire dont on parle. Et ce qu'on constate, quand on regarde les politiques qui ont été menées ces dernières années, c'est que le capitalisme est vraiment responsable de la dégradation des moyens que la société aurait pu se donner pour faire face à cette pandémie. On a vu très clairement comment les gens, hier soir, ont applaudi
et c'est mérité, le personnel soignant. Ils ont été incités aussi par le gouvernement à le faire. Mais il ne faut pas oublier là-dedans que c'est ce même gouvernement et les gouvernements précédents qui, depuis des années, mènent des attaques par rapport à la santé publique. C'est Maggie de Bloch qui disait récemment, si je ne me trompe pas, s'ils réclament, c'est qu'ils ont trop de temps. Ça prouve en fait qu'est-ce que cette caste politique pense vraiment du personnel soignant quand il n'y a pas de crise. Macron aussi, il y a quelques mois, a fait gazer le personnel soignant qui venait réclamer des meilleures conditions de travail. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes et qu'on doit retenir. Car la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui est vraiment liée à l'organisation capitaliste de la société. On connaît vraiment une restructuration néolibérale qui a aggravé en fait à la fois les soins généraux des patients et la recherche. Et je vais mettre un peu l'accent sur ces points-là. Toute intervention contre la maladie est entravée par des décennies de coupes dans le système de la santé. En Italie, j'ai quelques chiffres, 46 500 emplois dans le secteur de la santé ont été supprimés entre 2009 et 2017. 70 000 lits d'hôpitaux ont disparu. L'Italie disposait de 10,6 lits en hôpital pour 1000 habitants. En 1975, il y en a maintenant plus que 2,6. La Grande-Bretagne a suivi la même voie, de 10,7 lits pour 1000 habitants en 1960 à 2,8 en 2013. Et entre 2000 et 2017, le nombre de lits d'hôpitaux disponibles a diminué de 30%. Et en Belgique, on voit le même phénomène. On disposait de 8 lits en hôpital pour 1000 personnes en 1990 à 6,2 pour 1000 personnes en 2015. Et aujourd'hui, on voit qu'une commission éthique a tranché sur le sujet, sera un sujet très, très important. Qui est-ce qu'on va soigner et qui est-ce qu'on laisse mourir? Et ils anticipent déjà en fait ce qui va se passer dans les jours à venir, car on voit le même phénomène en Italie où le personnel soignant doit faire le choix entre qui sauver et qui laisser mourir. Et ce qu'on voit en fait, c'est que ces coupes budgétaires, cette attaque par rapport à la santé publique, fait en sorte que le système actuel va presque s'effondrer. Dans une situation normale, la population ne le remarque pas vraiment, mais dans une situation de crise comme aujourd'hui, toutes les coupes budgétaires, toutes les attaques qui ont été menées par ce gouvernement et par les gouvernements précédents mènent en fait à une effondration en fait de ce qu'on connaît. Et ça c'est très important. Il faut aussi dire que bien sûr si vous êtes riche, vous avez plus de possibilités qu'un pauvre de vous faire soigner. Et ce qui est très intéressant aussi par rapport à ça, c'est de voir que pas tout le monde est logé à la même enseigne. Pour la population, c'est très difficile de faire un test, de savoir si on est malade ou pas, sauf si on a vraiment des symptômes et on doit aller à l'hôpital. Alors que les riches, eux, même s'ils n'ont pas de symptômes, doivent se faire ou peuvent se faire tester. Et c'était Idriss Elba, un acteur qui est assez connu, qui disait en fait que sans symptômes, il avait été testé. Et une internaute le disait très clairement, elle se posait la question, comment ça se fait que eux, et même si elle souhaitait bien sûr un bon rétablissement, comment ça se fait que eux peuvent se faire tester alors que nous, on connaît ces problèmes. Par rapport à la recherche, des scientifiques ont tiré en fait la sonnette d'alarme lors de l'épidémie du coronavirus SRAS en 2002, et des programmes de recherche fondamentaux ont été proposés en Europe et aux États-Unis qui auraient pu faire en sorte de mieux connaître cette catégorie de virus et bien sûr d'en prévenir la réapparition sous de nouvelles formes. On aurait pu en fait, si on avait investi assez à l'époque, avoir déjà une solution pour ce qu'on connaît actuellement. Mais bien sûr, le gouvernement ou les gouvernements n'ont pas voulu financer cela et ça paraît absurde, c'est une politique absurde, mais qui est taillée bien sûr sur mesure pour la recherche, qui est taillée sur mesure pour laisser la main sur la recherche dans ces domaines à l'industrie pharmaceutique, dont l'objectif bien sûr n'est pas la santé publique, mais est le profit. Donc ça c'est quand même assez ou c'est peut-être considérable de pandémie et diminue considérablement aussi les moyens que la société a pour faire face à de telles crises. Donc ça c'est très important, c'est vraiment une crise du système capitaliste. Ensuite, les décisions politiques et le virus, si on va regarder ça de plus près,
On voit que la société actuelle, la société capitaliste en fait, est dirigée et contrôlée par des méga-sociétés concurrentes et que le monde est partagé entre des États-nations rivaux. Et cela signifie qu'à chaque fois qu'il y a une énorme crise, on commence par dissimuler le problème. Ça a été comme ça par le passé et c'est comme ça actuellement. On le voit en Chine, où le gouvernement chinois au début a dissimulé le problème. Les dénonciateurs ont été incarcérés, certains ont même disparu. Et on voit qu'en Europe, en Occident, le schéma est similaire, même si je n'ai pas encore entendu de disparition à ce que je sache, mais on voit que le gouvernement et les autorités, donc les autorités et les dirigeants d'entreprises, dissimulent les maladies le plus longtemps possible pour protéger en fait le profit. Donc c'est vraiment pour protéger le profit. Après les dissimulations, il y a des mesures qui sont prises ou pas, et il y a l'exemple très concret ou très intéressant en Grande-Bretagne où le Premier ministre Boris Johnson a été interviewé. On lui a posé la question: qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous allez faire pour endiguer en fait cette crise? Et il a répondu la chose suivante: peut-être pourrait-on encaisser, tout prendre d'un coup et permettre à la maladie de se répandre parmi la population, sans prendre de mesures draconiennes. Donc pour ceux qui comprennent le langage diplomatique de notre ami Boris Johnson, cela veut dire on peut laisser mourir des millions de personnes sans prendre de mesures sérieuses, puisqu'à ce moment-là, on peut laisser nos entreprises continuer leurs affaires normalement. Et les Anglais disent très clairement business as usual. Et il y a aussi un article dans le Telegraph, un journaliste qui écrit: sans exagération, selon une perspective économique totalement désintéressée, le Covid-19, le coronavirus, pourrait même être bénéfique à long terme en abattant de manière disproportionnée les personnes âgées dépendantes. Ce qu'en fait ils veulent dire, ce que la bourgeoisie anglaise dit très clairement, c'est que les personnes âgées, les personnes les plus faibles, sont un coût pour la société, que ce soit avec les pensions ou que ce soit avec les soins de santé. Il faut vraiment les laisser crever et à ce moment-là, on pourrait avoir moins de coûts. Et la logique va encore plus loin. Si la Grande-Bretagne refuse de prendre des mesures draconiennes comme les autres gouvernements, ceci par après pour pouvoir relancer beaucoup plus facilement ces entreprises qui sont en concurrence avec d'autres pays. Donc aussi en Belgique, on voit que le gouvernement fédéral et le ministre de la Santé sont entrés en fait à reculons dans cette crise. Ils ont d'abord sous-estimé la crise en parlant d'une simple grippe, et depuis une bonne semaine, ils prennent des mesures restrictives qui se succèdent pour endiguer la pandémie qu'on connaît. Mais toujours, et c'est ce que tout le monde voit, en essayant de protéger les entreprises, les grandes entreprises. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc le gouvernement est au courant de sa politique d'austérité des 30 dernières années. Elle a peur aussi que par après, la population va demander des comptes. Et c'est pour cela que ce gouvernement parle d'unité nationale. On a le roi qui fait une annonce télévisée et qui est en fait le représentant de cette unité nationale en Belgique. On a le président Macron en France qui est le représentant de cette unité nationale. Mais ce qu'on voit, c'est que cette unité nationale est en fait une véritable tromperie. On sait très bien que les travailleurs, quand la société va bien, on va dire, n'ont pas les mêmes intérêts que la classe des capitalistes. Et c'est encore moins le cas en cas de crise. Donc sous le couvert de cette illusion de l'unité nationale, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement ou les gouvernements vont déplacer le fardeau de la crise sur les épaules des travailleurs. Et les uns après les autres, les gouvernements ont pris des mesures draconiennes. En Chine, par exemple, des travailleurs d'une certaine industrie ont été forcés de rester au travail pendant presque un mois sans pouvoir retourner chez eux. En Italie, et même ici en Belgique et dans d'autres pays, on voit que les docteurs et les infirmières travaillent jusqu'à épuisement. Et pendant ce temps, on demande aux travailleurs du privé, et plus particulièrement de l'industrie, de continuer à travailler. Et dans la logique du travailleur, on se dit les choses suivantes. Donc on ne peut pas sortir, ce qui est logique. On ne peut pas aller au bar, on ne peut pas aller au restaurant, au cinéma, c'est logique. Mais d'un autre côté, on peut quand même aller travailler. Donc ça veut dire que le virus s'arrête aux portes de l'entreprise. Donc c'est assez absurde. Et
Et pourquoi est-ce qu'on continue à travailler comme ça? C'est très simple, c'est pour le plus longtemps possible maintenir les profits des capitalistes. C'est ça la seule explication par rapport à ça. Donc on voit que les travailleurs prennent eux-mêmes leur sort entre leurs mains. Et on a vu ça en Italie où il y a eu des grèves spontanées de travailleurs qui ont décidé d'arrêter le travail ou qui ont forcé leur entreprise à fermer, qui ont demandé que leur entreprise prenne des mesures adéquates pour faire face à cette crise. Et ils se disent, le profit passe avant la santé, et ça c'est un énorme problème. Donc notre santé devrait passer avant le profit. On voit la même chose en Belgique. Chez Volvo Truck et Volvo Caragan, on voit que les ouvriers ont, grâce à la grève, convaincu la direction de mettre la production à l'arrêt. Chez Brico, à Anderlecht et à la Basilix, les travailleurs ont décidé de fermer leur entreprise. Et on voit aussi que dans plein d'autres entreprises industrielles, ou qu'elles soient industrielles ou commerciales, les travailleurs exigent que leur santé passe avant la production et avant les profits. On est vraiment dans une situation assez explosive dans le cadre du travail. Et ce qui est très important, ce que j'aimerais souligner, c'est que énormément d'entreprises ferment pour l'instant et on se dit, oh c'est bien, mais c'est surtout le résultat de la lutte des ouvriers, de la lutte des travailleurs pour fermer leur entreprise, pour faire passer leur santé avant les profits des capitalistes. Donc ça c'est assez intéressant. Et c'est pour ça, dans cette optique-là, qu'on dit très clairement que pour nous, il faudrait mettre à l'arrêt toutes les activités économiques non essentielles, car c'est une mesure nettement plus efficace selon nous pour contrer la propagation du virus. Ensuite, le virus actuel n'est qu'un aspect de la crise qui nous frappe. Une fois le virus disparu, on espère que ça se passe le plus rapidement possible, il y a une autre crise qui nous attend ou qui est déjà là, c'est la crise économique. Et cette crise économique mondiale, il ne s'agit pas en fait d'industries qui risquent immédiatement ou qui sont immédiatement menacées de faillite. On ne parle même pas de l'effondrement de grandes entreprises qui risquent de déclencher l'effondrement dans d'autres secteurs. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'économie mondiale tout entière en fait flotte sur une montagne de dettes. Et les capitalistes rejettent la faute de cette crise sur le dos du virus. Ils disent mais c'est pas vraiment notre faute, c'est à cause du virus, on était bien occupés, mais le virus a chamboulé nos plans. La dernière crise financière en 2008, c'était beaucoup plus facile de lyncher les banquiers à ce moment-là qu'aujourd'hui de lyncher ce virus. Mais ce virus n'est qu'un accident. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait déjà des contradictions au sein du système capitaliste qui ont été mises à nu par ce virus. Le virus est en fait l'élément déclencheur de quelque chose qui était inhérent ou qui est inhérent au sein du système capitaliste. Ce sont des crises économiques. Et cette crise se tramait en fait depuis des années. Et les capitalistes ont réussi pendant des années à retarder la crise par une expansion massive du crédit. En fait, c'est en accumulant la dette qu'ils ont réussi à sortir de la crise. Mais cette dette aujourd'hui est vraiment un obstacle à la croissance. Donc tôt ou tard, cette bulle aurait éclaté. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc je répète, le virus est seulement l'élément déclencheur de cette crise économique qui, bien sûr, comme la plupart des travailleurs le savent déjà, va retomber sur le dos des travailleurs si rien n'est fait. Donc pour conclure, à chaque niveau, le désastre auquel nous faisons face est un produit du système capitaliste. De la destruction de l'environnement menant à une augmentation des épidémies, à l'industrie pharmaceutique pourrie qui n'investit dans des nouveaux médicaments que s'ils peuvent apporter du profit, aux systèmes de santé qui ont été tellement soumis à des années d'austérité, de privatisation et de sous-traitance qu'ils ne peuvent plus encaisser des changements brusques, on voit en fait que cette classe dirigeante a été totalement incapable de construire des défenses contre la maladie. À chaque étape, leur hésitation à sacrifier le moindre de leurs profits a permis à l'épidémie de s'étendre. Et je pense qu'on est encore vraiment au début de cette épidémie et on sait tous, il y a 2 semaines, on parlait d'une simple grippe, qu'on ne voulait pas fermer les entreprises car ça pouvait risquer de s'empirer, tout ça. Donc on prend vraiment le temps, on n'ose pas prendre des mesures nécessaires parce qu'on a peur d'enlever en fait le profit. Donc ça c'est très important. Et sous prétexte de répondre à l'épidémie ou à la pandémie, ce gouvernement
va essayer de faire porter les coûts par les travailleurs, que ce soit les coûts de cette crise sanitaire, mais aussi les coûts de la crise économique. Et c'est pour ça, selon moi, enfin selon nous, qu'il est important que les travailleurs se battent pour un monde meilleur. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant un programme d'urgence sanitaire qui rompt avec la logique capitaliste. Et je vais lire quelques revendications pour terminer. Vous pouvez lire toutes ces revendications sur le site internet et aussi sur la page Facebook. Je vais en lire quelques-unes. Donc tout d'abord, c'est la santé avant le profit, aucune confiance dans ce gouvernement. Et toute la production non essentielle doit être arrêtée dans les zones affectées pour éviter la propagation de la maladie. Les travailleurs doivent recevoir une paye complète pendant toute la fermeture. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. La seule mesure concrète, c'est que toute la production non essentielle soit arrêtée aussi. Et bien sûr, les travailleurs ne doivent pas être le dupe de cette crise-là et doivent être payés. Partout, nous demandons aussi l'expropriation de toutes les institutions de santé privées. Toute l'industrie médicale et pharmaceutique doit être immédiatement nationalisée pour venir immédiatement en aide à tous ceux qui en ont besoin. Et ça aussi, ça rejoint mes propos plus tôt, où je montrais très clairement que ce sont ces gouvernements capitalistes qui mettent en danger notre santé publique et que les grandes entreprises pharmaceutiques, on ne peut pas compter sur elles pour vraiment trouver une solution aux problèmes qu'on a. Une autre revendication, c'est pour un refinancement massif du secteur de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, il est très clair qu'il faut ce refinancement. Il y a quelques mois, on était peu de personnes à aller manifester, à aller demander plus de financement pour la santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, il est très clair pourquoi on disait ça. Ensuite, peut-être le dernier que je vais lire. Arrêtons le championnat du monde, trouvons un vaccin contre le coronavirus entre labos privés. Ce qu'on voit actuellement, c'est que toutes les grandes entreprises essaient maintenant de trouver un vaccin. Ce qui est nécessaire, c'est la nationalisation de tous ces centres de recherche médicale et que la recherche se fasse de façon transparente et coordonnée à l'échelle mondiale, car c'est vraiment un problème mondial. Si chaque pays regarde son nombril, on ne va pas vraiment trouver une solution au problème. Donc ça, c'est très important. Et peut-être la toute dernière, c'est organisons des comités d'entraide et de solidarité dans les quartiers. Personne ne peut rester seul ou être abandonné. Et je voudrais ajouter à cela, en Grande-Bretagne, j'ai lu un article où il montrait en fait qu'en Grande-Bretagne, il y avait un énorme réseau de personnes qui se mettaient ensemble pour venir en aide aux personnes les plus faibles, aux personnes qui en ont besoin. Et même en Belgique, on voit ça. Et cela prouve selon moi que l'être humain, comme on nous le dit souvent, n'est pas égoïste à la base. Souvent, les socialistes entendent comme argument l'être humain est égoïste, le socialisme c'est impossible. Mais on voit très clairement que l'être humain est un animal social et quand dans des situations de crise, les êtres humains sont là pour s'entraider. On peut aussi, bien sûr, donner d'autres exemples en disant que... Enfin, on peut donner énormément d'exemples, mais je pense que ça c'est un point très important. Je vous conseille vraiment d'aller voir toutes ces revendications, d'en discuter dans vos syndicats et tout ça, et de voir ce qu'on peut en faire. Et je pense, pour vraiment terminer, que l'idée centrale de toutes ces revendications et de ce que j'ai expliqué depuis 15 ou 20 minutes, c'est que seuls les travailleurs peuvent sauver les travailleurs. Donc il ne faut pas faire confiance à ce gouvernement ni aux autres gouvernements. Cette crise, c'est nous qui allons la payer si on se bat pas. Donc si vous êtes convaincu aussi que le système capitaliste est vraiment un frein à cette société, je vous conseille vraiment de rejoindre notre organisation pour combattre le système capitaliste et pour mettre fin à toutes ces crises qu'on connaît actuellement. Donc voilà. Si vous avez des questions posées, et on va répondre à ces questions peut-être. Donc voilà. Merci.